Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seuls, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le podcast et je suis très heureuse de pouvoir vivre un échange avec Stéphane Schlinger. Ça va Stéphane? Salut Aurore, oui ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va. Toi tu es à Paris, c'est ça? Strasbourg. Ah oui, Strasbourg, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je te vois toujours à Paris. Voilà, je navigue entre la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et Strasbourg. Ok. Bon, en tout cas, voilà, Stéphane, c'est mon premier invité officiel dans la reprise du podcast. Il va y en avoir plein d'autres chouettes, mais je suis vraiment contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui parce que tu as plein de sagesse et d'expérience à nous offrir. Donc très heureuse de pouvoir vivre cet échange avec nous et de te faire découvrir peut-être à ceux qui ne te connaissent pas. Merci. Justement, pour commencer, est-ce que, alors c'est toujours un peu l'exercice difficile d'arriver à se décrire et à dire ce qu'on fait et tout ça, mais si tu, voilà, si t'expliquais en quelques phrases, quelques minutes aux personnes qui nous écoutent un petit peu qui tu es et ce que tu fais, comment est-ce que tu partagerais ça? Eh bien écoute, je crois que c'est relativement simple. J'écris des livres et je suis facilitateur de constellations familiales. Donc, ça prend ce que je fais prend cette forme-là. Je donne aussi beaucoup de conférences sur les sujets qui m'animent, les sujets de prédilection. Mais c'est principalement ce que je fais. Je passe mon temps à écrire, à lire et à animer des constellations. Voilà. Hmm. Ouais, t'as auto-édité pas mal de livres. Est-ce que tu veux dire quelques mots aussi là-dessus? Bah, disons que j'ai commencé comme ça. Moi, ma première vie, j'avais une première vie dans le capitalisme. J'ai dirigé une banque privée, j'étais gestionnaire de fortune en France, en Suisse. J'ai eu mon tampon du burn-out que j'ai fait 2 fois, et ce qui m'a ouvert vers une autre manière de vivre en me montrant bah, que la vie que j'avais, la carrière que j'avais, qui était en fait quelque chose de très compensatoire finalement, n'était pas durable, n'était pas tenable. Et après un deuxième burn-out, finalement, je me suis simplement mis à écrire. Sans grand projet, je me dis pas je vais éditer un livre ou des trucs comme ça. J'ai simplement écrit sur une page Facebook et le nombre d'abonnés s'est enflammé. Et au bout d'un an, on m'a dit, ben, pourquoi tu ferais pas de tes petits textes que tu écris tous les jours, pourquoi tu ferais pas un recueil de textes, un livre, un vrai livre au format papier? Et ça a commencé comme ça et ça m'a permis d'en vivre. Et donc j'ai édité aujourd'hui, auto-édité, je crois que j'en suis à 7 livres Mhm. et 5 livres édités chez des éditeurs, notamment Très Daniel. Donc je dois être à peu près à une douzaine de livres et effectivement j'ai commencé par de l'auto-édition. Ouais, et tout ça, c'est passé par ton compte qui s'appelle Un curieux hasard, si je dis pas de bêtises. Oui, C'était pas mal oui, là-dessus au début que tu partageais. c'était une page Facebook, pardon, pourquoi je parle au passé, dis donc c'est intéressant. C'est une page Facebook et un compte Insta et une chaîne YouTube qui s'appelle Par un curieux hasard. Alors aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir 200 000 abonnés sur ces trois comptes, ou 220 000 abonnés sur ces trois comptes confondus. Et les premiers recueils de textes qui sont des livres, il y a une série de 6 qui s'appelle justement Par un curieux hasard et chacun contient 40 textes. Et les gens parfois s'en servent comme des livres oracles, comme ce sont 6 Hmm. livres avec des textes qui ne se suivent pas dans un ordre logique. On pose une question, on ouvre au hasard. J'ai appris que les gens s'en servaient comme ça.
Ouais, j'ai écrit un recueil de textes aussi où j'ai recensé tous mes textes que j'avais mis sur les Ouais. réseaux aussi ces dernières années. Et les personnes aussi s'en servent comme ça. C'est vrai, quand c'est plein de petits textes indépendants, c'est toujours chouette, je trouve, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin de lire aujourd'hui? Mais t'as aussi fait un oracle d'ailleurs. Et ensuite, oui, j'ai fait un oracle chez Très Daniel de 42 cartes illustrées par une tatoueuse belge, Fanny, Fanfan Lune de son nom d'artiste, pareil, qui plaît beaucoup parce que les illustrations sont assez détaillées. Ok. Et donc là, il y a un de tes derniers livres qui a été édité, comme tu dis, qui s'appelle Verser de l'or sur la blessure. Si je dis pas de bêtises, Oui. ça parle d'attachement traumatique, c'est bien ça? Oui, c'est une notion que j'ai eu besoin d'explorer pour en guérir moi-même. Je me suis laissé emporter dans justement quelque chose qu'on appelle un attachement traumatique. Alors en français, ça n'existe pas beaucoup cette notion, mais dans le monde anglo-saxon, on en parle énormément depuis 50 ans. C'est la notion de trauma bond ou Mhm. trauma bonding, c'est-à-dire le lien autour du traumatisme. Et en français, ça se traduit comme attachement traumatique. Alors en France, on parle beaucoup de perversion narcissique ou de personnes toxiques, puisque notre culture, notre manière de voir le rapport à l'autre semblerait semblerait-il plus accusateur. Le problème est chez l'autre. Hein, donc c'est l'autre qui est pervers narcissique, c'est l'autre qui est toxique. Et dans le monde anglo-saxon, c'est la relation et le lien et l'attachement. C'est pas l'autre, hein, c'est notre manière de relationner qui est toxique ou traumatique. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre d'une relation que j'ai vécue il y a 4 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, c'est pas possible, je n'en sors pas de la douleur de la relation et de la douleur de la rupture. Et puis je me dis, bon, bah, du coup, il va falloir absolument que j'écrive ce qu'il m'arrive et éventuellement que j'en fasse, euh, comment dire, que je partage, parce que tu le sais comme moi, sinon mieux que moi, dans le processus, par exemple, des constellations familiales. euh, un des éléments de la guérison, c'est d'être vu, d'être reçu, d'être reconnu, d'être entendu, tu vois, cette dimension collective du processus, en fait. Et donc, j'ai commencé à écrire sur ce que je traversais, un peu comme un dépouillement, et, et en fait, ça a eu un effet profondément thérapeutique. Donc j'ai parlé de ma douleur de la rupture, de ma douleur d'avoir rencontré quelqu'un en croyant que c'était la bonne personne et puis finalement de ne pas pouvoir aller plus loin parce que ça ne matche pas tout simplement. Alors il est paru un premier livre qui s'appelle Récit thérapeutique d'un attachement traumatique et le livre a eu tellement de succès qu'un éditeur m'a contacté et m'a dit nous on aimerait l'éditer. Et donc sous un nouveau titre qui s'appelle Verser de l'or dans sa blessure. Et donc, bah, je vais arrêter mon monologue ici. Tu as peut-être des questions, parce que sinon je suis Non, 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 c'est hyper pour intéressant. 20 minutes, hein. Non, non, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je te laisse développer, parce que déjà, ça permet aussi de poser un petit peu le contexte de ton sujet, de pourquoi t'en es arrivé jusqu'ici. Et c'est aussi pour ça que ça me touche de faire ce podcast avec toi aujourd'hui, parce que je pense qu'on est très, très nombreux au final à relationner depuis un espace d'attachement traumatique, d'attachement désorganisé, anxieux, évitant, enfin tout ce que tu veux. Et comme tu dis, parfois quand on n'a pas ce regard-là, on a tout le temps tendance à croire que bah juste ça fonctionne pas et qu'on fait mal les choses et que de toute façon on va jamais y arriver et qu'on n'arrive pas à comprendre d'où vient cette source. Donc moi ça m'intéresserait justement d'avoir ton regard et presque ta définition de au final qu'est-ce que tu pourrais inclure dans Oui, l'attachement traumatique et puis pour toi d'où est-ce que ça vient, même si on sait très bien toi comme moi que ça vient de l'enfance. oui. Alors, moi, j'évite les définitions académiques. Il y a sans doute une vraie définition académique de l'attachement traumatique, mais employer ce genre de définition et de concept, ça m'éloigne de ce que j'arrive à ressentir ou à comprendre à mon propre sujet ou au sujet des gens. Donc, pour moi, et peut-être que demain, je te donnerai une autre définition. L'attachement traumatique, déjà on entend attachement, on va entendre attachement anxieux, évitant, désorganisé, sécure. L'attachement traumatique, ça s'inscrit dans un autre plan. Ça, c'est pas un style d'attachement, c'est tout simplement le fait de s'attacher
à des personnes ou des relations dont les conséquences sont délétères. On connaît tous ces histoires où, à titre d'exemple, une femme maltraitée n'arrive pas à quitter son compagnon quand bien même elle est battue, et puis on lui conseille de, que sais-je, moi, aller porter plainte, etc. La réaction, c'est, mais ce sera pire après, ou alors je vais le perdre, etc. Et donc ça, c'est l'attachement traumatique, c'est ne pas oser quitter la relation par peur que ce soit pire, par peur de perdre, et en fait, j'aime beaucoup cette articulation qui peut illustrer le propos, qui est dans ce que raconte Gabor Maté, que tu connais peut-être, hein, qui est quelqu'un de brillantissime, un psychologue canadien d'origine hongroise, qui dit c'est toujours une articulation entre soi et le lien, entre l'authenticité et le lien. Et donc, on imagine bien quelqu'un qui ne valorise que l'authenticité. Donc, c'est toujours moi. Il n'arrive pas à être en lien. Et quelqu'un qui ne valorise que le lien, il n'a plus aucune authenticité. Et l'attachement traumatique se situe sur ce penchant-là, c'est-à-dire le lien à tout prix au détriment du moi. Et donc, le terrain, c'est déjà le terrain propice, le terrain fertile à un attachement traumatique. C'est déjà un désamour du soi. C'est-à-dire, moi, je n'existe, si j'exagère, hein, moi, je n'existe pas, je n'existe qu'à travers le lien, tout pour l'autre, rien pour moi. L'attachement traumatique, c'est aussi, on peut le rapprocher du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quelque chose qui a été observé en tout premier lieu dans une prise d'otage, où en fait les gens qui étaient pris en otage commençaient à développer une affection pour leur tortionnaire ou leur preneur, comment on dit, leur, leur preneur d'otage, enfin les personnes qui les détenaient captives. Et donc tout ça, ce phénomène-là, qui est très large, hein, du trauma bond, rentre, comment dire, s'assortit de plein de mécanismes autour. Donc ça peut être de la culpabilité introjectée. Si l'autre pense du mal de moi, c'est forcément que qu'il a raison, hein. Et d'autant plus que d'être d'accord avec ça, quand l'autre nous rabaisse, nous permet de rester en lien. Parce que si l'autre nous rabaisse et qu'on n'est pas d'accord, on coupe le lien par exemple. Mm. Et dernière chose sur l'attachement traumatique, ça vient aussi, me semble-t-il, de la confusion avec l'amour. Donc, on se met dans des relations affectives et probablement durant la première partie de notre vie, après ça change un petit peu au fur et à mesure des claques qu'on prend et des leçons qu'on apprend, durant la première partie de notre vie, on va confondre l'amour avec ce qu'on a reçu dans notre enfance. Notre Mm. première représentation du lien, ce sont nos parents. Et avant que nos parents, pour nous, soient nos parents, ce sont des dieux, c'est tout l'univers. Avant le processus d'individuation, papa et maman ne sont pas papa et maman. Papa et maman sont des parts de moi dont je ne me suis pas encore séparé. Et c'est notre première représentation, notre première programmation, notre première expérience du lien. Le lien, l'amour, c'est comme ça. C'est ce que papa m'a donné, c'est ce que maman m'a donné. Et on le sait, toi qui es très sensible aux problématiques transgénérationnelles, cette manière d'aimer de nos parents, elle est teintée dans la masse par leur traumatisme à eux. Et donc, dans des expériences d'enfance où on a l'amour, le lien fondamental qui est mélangé avec des coups, eh bien, à l'adulte, il est tout à fait prévisible, normal et compréhensible qu'on va mélanger la violence physique et l'amour, par exemple. Quand cet amour et ce lien fondamental est mélangé avec de la négligence, on peut développer cette tendance à tomber amoureux. Et on ne le voit pas dans la bande son parce que je fais des guillemets avec mes doigts, tomber amoureux de personnes qui nous négligent. Et en fait, tout ça va participer à une confusion qui fait qu'on va peut-être un jour tomber amoureux d'une personne qui nous fait mal, ou plus exactement, tomber amoureux dans une relation qui est délétère, malsaine, toxique, et surtout y rester et ne pas être capable de se réapproprier soi-même. Et tout ça, on va le mettre, dans ma vision des choses, sous le terme d'attachement traumatique. Mm. Ouais, et merci de faire cette distinction aussi entre amour et attachement. C'est un sujet qui est aussi tellement intéressant et tellement profond. Et en ce moment, j'y réfléchis beaucoup parce que je crois que je suis passée d'un extrême à un autre, où j'étais une grande amoureuse idéaliste, romantique, tout ce que tu veux mettre derrière quand j'étais jeune et en grandissant. Et puis avec les expériences de la vie
Et en faisant le métier que je fais, parce que au final, tu le sais comme moi, à force de voir passer du monde dans nos constellations, moi j'en vois aussi beaucoup dans mes accompagnements. Il y a un moment donné où je me pose la question et je me dis, mais au final, qu'est-ce que ça veut vraiment dire tomber amoureux? Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? Parce que j'ai quand même cette sensation qui est assez désagréable, hein. En tout cas, je suis là-dedans en ce moment. J'ai quand même cette sensation que tout n'est que névrose et attachement. Tu vois, il y a vraiment ce truc de, au final, le vrai amour dont tout le monde parle, cette espèce de quête un peu idéale de quelque chose de grand qui nous dépasse. Bah, si on revient vraiment aux racines de tout ce dont on est en train de parler, ça parle quand même majoritairement du temps de notre attachement, de la quête de se compléter à travers l'autre, de la quête de réparer ce qu'on n'a pas eu Surtout. quand on était enfant. Enfin, tu vois, il y a tellement, et puis tellement, et même si nous, même nous, en étant thérapeute, tu vois, et en ayant cette vision des choses, je trouve ça dingue que bah, on reste des humains et que nous aussi on va tomber dans le piège, tu vois, de continuer à regarder le monde à travers nos filtres et à choisir nos relations, même si bien sûr on a de plus en plus de conscience et on va pas faire les mêmes erreurs qu'avant, mais tu vois, c'est quand même pas évident. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Bah, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, avec un angle, on va dire un biais particulier chez moi qui est une forme, qui a été une forme d'addiction au scénario de réparation. C'est-à-dire que je crois, là on est dans la croyance où j'observe que nous souffrons tous d'une certaine manière de notre enfance. Soit on a trop eu quelque chose, soit on l'a pas assez. Il y a toujours une manière de projeter cette souffrance existentielle sur le scénario d'enfance. Et je crois que le couple, qui, on le sait, est romantisé par les dessins animés et l'industrie cinématographique qui nous a élevés, hein, quand on regarde ça déjà, Roméo et Juliette, c'est un amour, c'est explosif, et il y a toujours un obstacle entre les deux. Hein. Cendrillon aussi, La Belle au bois dormant aussi, il y a toujours cette attraction extrêmement forte qui nous est vendue, hein, finalement, comme extrêmement forte entre un homme et une femme le plus souvent et avec un obstacle et un empêchement. Donc, il y a déjà quelque chose d'assez archaïque et animal, de l'ordre de la conquête, de l'ordre de l'impossible, de l'ordre de la réussite et de l'apothéose. Et par exemple, quand tu parles de réparation, moi j'en reviens à ce que j'ai pu explorer dans cette histoire et donc dans mon livre. Euh, Moi, j'ai grandi avec des parents qui se haïssaient, qui ne se sont, j'exagère à peine en disant qu'ils ne se sont jamais connus. Et donc, j'ai toujours grandi dans la haine entre ces deux personnes que de toute ma vie, j'ai 42 ans aujourd'hui, de toute ma vie, je n'ai jamais vu ces deux personnes dans la même pièce. Et donc, ayant souffert de cette géographie-là, de cette dynamique-là, si on veut, dans mon monde à moi, l'amour peut tout changer. L'amour peut tout réparer. Donc je rentre dans une relation dite amoureuse avec cette mythologie personnelle. Ah, ça y est, là j'ai trouvé, c'est cet amour que je ressens qui va tout réparer, à un niveau cellulaire, à un niveau archétypal, à un niveau ontologique chez moi. Mais en face de moi, j'ai une personne qui a grandi avec des parents extrêmement fusionnels, qui étaient tellement fusionnels que sa mère a abandonné ses passions, son père a abandonné son travail, qu'ils ont tout fait pour la famille, que c'était une famille dite incestuelle, et là on parle de climat incestuel et non pas d'inceste. Et donc si tu veux, son message à cette personne que je rencontre à l'époque, c'est en fait l'amour peut tout flinguer. Qu'est-ce qui va sauver ma vie? C'est la liberté, l'indépendance. C'est quelqu'un qui a une vision extrêmement libérale, voire libertaire de l'amour. Et on voit déjà dans ce scénario qui se dessine une incompatibilité profonde. C'est-à-dire que moi, avec cette mythologie, l'amour peut tout changer. Elle, l'amour peut tout foutre en l'air, la fusion va tout foutre en l'air, et moi, c'est la fusion qui va tout changer. On a déjà la graine dans ce scénario de quelque chose de mort dans l'œuf. Sauf que ces deux personnes ont en face d'elles une personne à conquérir dans son propre paradigme. J'espère que l'autre va épouser mon paradigme. Or, on vit sur deux planètes complètement différentes dès le départ. Et là, il y a déjà le germe de l'attachement traumatique, puisqu'il y a une incompatibilité profonde. Et je crois aussi que dans ce
tomber amoureux, il y a la notion d'exotisme. On tombe amoureux de ce qui est exotique, de ce qui est fascinant. Hein, très souvent, on entend Ouah, il a strictement rien pour plaire. Jamais je pensais pouvoir tomber amoureux d'un homme comme ça, par exemple. Hein. Parce qu'il y a ce côté exotique et en fait, on cherche chez l'autre cette chose qu'il arrive tellement à incarner et que nous, on n'arrive pas. Donc, on est valorisé aussi par cette différence et par l'acceptation de notre différence. Et tout ça va participer de ce qu'on va appeler l'amour, la passion, tous ces concepts peut-être édulcorés et qui fait qu'on peut tomber dans l'attachement traumatique et dans les relations dites souffrantes ou toxiques. Voilà comment je vois les choses, moi en tout cas. Hmm. Oui, puis c'est assez intéressant parce qu'au final, si on regarde la plupart des relations, comme tu dis, on va toujours aller chercher quelque chose à l'extérieur qu'on n'arrive pas à incarner, qu'on connaît pas, qu'on n'a pas connu. C'est ça qui fait que souvent, quand tu regardes les dynamiques relationnelles, il y a ce qu'on appelle un évitant et un anxieux la plupart du temps. Ouais, Il y a vraiment de quoi tourner dans une espèce de roue comme un c'est ça, hamster, hein, de se dire mais c'est quand même dingue. exactement. Si tu regardes presque tous les couples, il y en a toujours un qui est un peu anxieux et tout le temps un qui est un peu fuyant, quoi. Et jusqu'à ce que, encore une fois, heureusement, on puisse mettre de la conscience et dire, OK, bon, moi, j'ai cette tendance-là parce que je vais avoir tendance à vouloir réparer ça chez moi. Et puis l'autre, il va avoir cette tendance-là parce qu'il a besoin aussi de prendre conscience de ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est ce truc-là de tout le temps tomber sur la polarité opposée. Et même, je l'observe chez moi. Là, je peux te donner un exemple, mais tu vois, parce qu'en fait, on porte les deux à l'intérieur de nous. Moi, j'avais cette croyance au début que j'avais juste un attachement anxieux. Mais en fait, j'ai observé récemment dans des rencontres que quand la personne en face de moi, elle va être plutôt anxieuse ou à vouloir fusionner avec moi, hop, je vais basculer en attachement évitant. Absolument. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même un comble. C'est une des grandes lois de la nature, hein, tu sais, le plus et le moins qui s'attirent. Hein. Je crois que c'est quelque chose, c'est presque, presque physique. Hein. Et puis, ce que tu dis, j'ai envie de relancer de continuer sur ce mouvement que tu proposes, hein, ce mouvement de finalement, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ce que j'ai voulu développer dans ce livre-là, c'est la pendulation dans nos narrations. C'est-à-dire que pour survivre à une rupture ou à une relation, on va se raconter plein de choses. En l'occurrence, pour moi, sur ce coup-là, l'autre, au moment de la rupture, l'autre est le diable. C'est horrible. Ce que j'ai vécu, c'est horrible. Ce que cette personne m'a fait, c'est horrible. En fait, elle jouait le rôle, et je dis bien le rôle, et non pas, c'est pas ce qu'elle est, c'est le rôle qu'elle a joué, le rôle que la dynamique lui a proposé, de l'évitant. Et donc forcément, moi qui ai tout donné pour cette relation, je suis tombé sur une personne extrêmement évitante et donc qui est devenue la personne la plus horrible du monde à mes yeux. Cette narration-là, elle a une fonction compensatoire. Ça me place du côté du bien. Mais en fait, c'est tout le corps, c'est les lunettes qui changent à ce moment-là. Et très souvent, j'ai été dans la posture opposée, où au moment où je prononce la rupture, je deviens l'homme le plus horrible du monde. Et métaphoriquement, ce triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur. Et donc, quand on est victime et que l'autre est horrible parce qu'il nous a quittés, ou trompés par exemple, ben, je vais aller chercher un sauveur, et moi je suis victime et l'autre est le bourreau. Et en fait, ce triangle, on le sait, hein, dans le triangle de Karpman, c'est quelque chose qui change tout le temps. Et c'est exactement ce que tu dis. Tu dis d'une relation à l'autre, on peut basculer d'évitant à anxieux à désorganisé. Eh bien, on peut passer de bourreau à victime à sauveur. Et j'ai observé dans ces 3 ans qui m'ont distancié de la rupture, cette pendulation entre l'autre est horrible, elle a rien compris à la vie, c'est moi qui ai tout compris, c'est moi qui ai raison, à oh là là, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai merdé, j'ai pas été à la hauteur de la relation, je me sens terriblement coupable. Et en fait, on fait des allers-retours comme ça, jusqu'au moment où on trouve un endroit de sagesse qui peut prendre, en tout cas pour moi qui a pris des années, chez certaines personnes qui prend des semaines ou des mois, qui dit, ben, on a mis tout ce qu'on était dans le creuset de cette relation, dans ce pot commun qui était la relation, on a juste mis ce qu'on était et chacun a fait de son mieux. Et je crois que c'est un endroit de lucidité pour éviter de rentrer dans ces lieux communs qui sont à la mode, qui est de dire
l'autre est un pervers narcissique, l'autre est une personne toxique. En fait, on oublie que dans ces dynamiques-là, qui sont toxiques, ça ne peut pas fonctionner tout seul. On est obligé de servir à l'autre sur un plateau le rôle qu'il va incarner. Et en fait, on oublie cette co-responsabilité dans la relation toxique. Mm, mm. Oui, moi je dis toujours il faut être deux pour danser. Quand, Ouais. euh, quand des personnes me disent oui, mais c'est de la faute de l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, et c'est un discours que j'ai pu me raconter aussi, hein, ayant aussi vécu des relations difficiles. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à faire, c'est de reprendre la responsabilité sur ce qu'on a créé, sur ce qu'on a accepté, sur ce qu'on a laissé durer, sur ce qu'on a laissé faire. Et je pense que c'est peut-être l'espace le plus dur à guérir, ce truc de se dire mais en fait c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai accepté ça, c'est moi qui n'ai rien dit, c'est moi qui ai espéré, parce qu'on est quand même énormément aussi à, encore une fois on va mettre des guillemets, tomber amoureux d'un potentiel. C'est un Mm. petit peu le problème aussi de toute relation, c'est que plutôt que d'accepter de voir l'autre tel qu'il est, on va tout de suite vouloir projeter une image sur lui, projeter ce qui pourrait être, projeter ce que pourrait devenir la relation. Et c'est comme si tout de suite on mettait des lunettes qui nous empêchaient de voir clairement. Et puis on va tomber dans ce truc-là, et ensuite on va se raccrocher à cette image. Enfin moi je l'ai beaucoup fait, hein, notamment avec ma dernière relation qui a été difficile. Et c'est vraiment pas simple hein, d'arriver à déjà se rendre compte de ça. Et puis après, il y a tout un parcours, je trouve, de pardon et de guérison envers soi, au final, plus qu'envers l'autre. Parce que c'est d'accepter que, et moi j'ai ressenti énormément de colère, tu vois, de se dire que bah on a laissé faire ça. Et qu'en fait, c'est notre responsabilité si ça s'est créé derrière. Oui, alors ce que tu dis, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, et pourtant, j'entends à quel point, très souvent, quand on tient ce genre de discours, c'est très souvent inacceptable pour la personne qui est au début du processus. Hmm. Moi, après 3 mois de rupture, si on me disait que j'étais responsable, je pétais les plombs. C'est impossible de me dire ça. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Je me suis fait maltraiter pendant un an. Ça va pas ou quoi? Mais en fait, c'est moi qui ai accepté un an de maltraitance, par exemple, dans cette relation. Et effectivement, je suis extrêmement d'accord avec ce que tu dis. J'ai écrit une phrase un jour qui dit, la guérison passe par l'acceptation de notre responsabilité dans le rôle que nous avons choisi de tenir. Hmm. Pas forcément notre responsabilité dans les événements qu'on subit. C'est difficile d'accepter une responsabilité, par exemple, quand on vit une agression dans la rue. Hein. Mais là encore, il y a une limite très très fine entre culpabilité et responsabilité. Et c'est pour ça que j'aime parler de co-responsabilité à l'endroit où nous sommes des adultes qui avons donné notre consentement ou l'absence d'un refus à vivre quelque chose de douloureux. Et tu le dis tellement bien, on tombe amoureux d'une potentialité. Et de manière très inconsciente, on tombe amoureux de ce que la personne peut devenir, de ce que le couple peut devenir. Et en fait, on se voile la face sur le fait, à certains moments, que la personne ne convient absolument pas, quoi. Hmm, hmm. Et merci de mettre l'accent aussi sur cette différence entre responsabilité et culpabilité. C'est d'ailleurs ce qu'on met beaucoup en lumière dans les constellations. Peut-être qu'on va pouvoir en dire un mot dessus. Mais en tout cas, moi, ce qui me tient à cœur à chaque fois, et ce que je dis aux gens, c'est que on peut pas, de toute façon, être responsable tant qu'on n'a pas la conscience, tant qu'on n'a pas les ressources. En fait, c'est impossible de savoir faire différemment tant qu'on n'a pas conscience qu'on est en train d'agir comme ça, tant que on a des angles morts. Et en fait, ce qui nous permet de clarifier ce qui est en train de se jouer, justement, bah, c'est toutes les thérapies qu'on va faire, c'est ces constellations-là. Moi, je trouve ça à chaque fois complètement fou, tu vois, de se dire, puis je pense que tu vas pouvoir en témoigner aussi, ça va être intéressant, mais tu vois, quelqu'un qui vient avec une demande de justement, j'attire tout le temps les mêmes genres de relations, j'ai l'impression que je vais jamais arriver à passer au-dessus de mon ex, je rejoue tout le temps des boucles, et puis tu ouvres la constellation, puis tu vois que tout tourne autour du père. Par Tu vois, exemple. il y a vraiment ce truc-là où en fait, tant que tu ne te rends pas compte que en fait, tu es en train de rejouer une boucle traumatique, émotionnelle, tout ce que tu veux, tu peux pas de toute façon faire différemment. Et donc du coup, la culpabilité en ce sens euh, ne nous sert pas et n'a pas vraiment raison d'être parce qu'on peut pas se sentir coupable
d'un espace où on ne voit pas, tu C'est vois? ça, absolument. Absolument. Et puis, puisque tu parles des constellations, c'est cet outil absolument fabuleux qui consiste à mettre tout ça en chair, mettre tout ça en espace, c'est-à-dire qu'on vient avec, je mets des guillemets autour du mot problématique, on vient avec une demande ou une volonté d'exploration. On a peut-être, toi et moi, une vision différente des constellations, et d'ailleurs ce serait très enrichissant. Moi, je ne vois pas les constellations comme des espaces de guérison. Pour moi, une constellation n'est pas faite pour guérir, elle n'est pas thérapeutique, elle est plus faite pour de la prise de conscience dont va découler peut-être un jour, à un moment, une guérison. Et du coup, cet outil absolument fantastique nous permet d'utiliser l'intelligence collective et l'inconscient pour clarifier des points de vue qui étaient, on va dire, obstrués par certaines choses, oui. Mmh. Oui, oui, je pense qu'on a peut-être une manière différente d'aborder les constellations dans le sens où, moi, c'est vrai que mes constellations, il y a tout un aspect corporel et rituel où on va vraiment au bout d'un Oui, process. Quand je sens que la personne elle a besoin de reconnecter avec sa puissance, je vais accompagner avec du chant, avec du tambour pour qu'elle puisse le sentir dans son corps. Euh, Quand il y a besoin aussi de vivre, je sais pas, un processus autour de la naissance, on va l'accompagner aussi. Donc c'est de là où pour moi, je pense qu'on peut même aller encore plus loin. Mais oui, effectivement, on a aussi chacun nos manières de l'aborder et puis aussi dans notre manière, je pense, d'être accompagnant, facilitateur, thérapeute. Moi, je dis toujours, de toute façon, on peut emmener les gens que là où on est allé. Donc, vu que moi, j'ai quand même j'ai une espèce de, j'ai quand même un pan chamanique très présent depuis 10 ans. Je fais beaucoup de choses corporelles en passant par le corps. C'est très incarné, c'est très vivant. Donc, je pense que j'ai cette approche-là aussi dans mes constellations. Mais j'en vois aussi certaines, comme tu dis, qui se placent déjà juste sur le plan de la compréhension, de la clarification. Et c'est déjà extraordinaire de juste pouvoir prendre conscience de ça et de faire un petit pas de recul pour ensuite aller chercher éventuellement justement les outils, incarner ça. Une fois qu'on a pris la conscience, on se dit ok, bah je vais aller plus loin et puis je vais aller creuser un petit peu ce qu'il en est quoi. Mm, mm. oui. Et justement, toi personnellement, ça peut être intéressant aussi d'en parler au-delà de notre posture de facilitateur. Qu'est-ce qui fait que les constellations, ça te touche et en a été ton expérience personnelle? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie aussi de faire ça? Comment ça s'est présenté sur ton chemin? Alors, je pense que ce qui m'a parlé, pour ainsi dire, ou ce qui a résonné avec les constellations, c'est de faire avec ce qui réside au-delà du mental, au-delà du rationnel. Comme beaucoup de gens, je suis blessé à l'endroit du lien, peut-être comme chacun d'entre nous, je n'en sais rien. Et Éric Laudière, que tu connais, hein, qui est pour moi la référence aujourd'hui française en termes de constellation, dit certaines phrases comme ça, comme par exemple, ce qui a été blessé dans le lien doit être résolu par le lien ou guéri par le lien. Et la constellation, et on parle de constellation, pas de constellation individuelle, hein, mais de groupe, c'est une manière d'expérimenter le lien, la sécurité affective de manière différente, de manière plus tangible, de manière incarnée dans le corps. Et ce qu'on répétera beaucoup en constellation, c'est dans le corps que ça se passe. Il n'est pas rare, quand une constellation commence, de voir des personnes qui vont tout de suite partir dans le mental, dans la compréhension, dans l'élaboration, dans la structuration. Et l'idée étant de ramener ces gens-là, dont je fais partie d'ailleurs, de les ramener dans les sensations, dans l'intuition, dans le laisser-faire. Et souvent, quand je suis face à des profils comme ça, que je connais très bien, puisque c'est ce qui m'anime moi, hein, je dis, viens, on comprend pas. Ça te dit que on fasse cette folie de ne rien comprendre à ce qui se passe et on explore. Et Éric Laudière dit aussi quelque chose de très intéressant, j'adore cette phrase, c'est on va jouer comme des enfants, c'est-à-dire pour de vrai. Et ça, c'est le pouvoir de la constellation, c'est d'être à cheval entre euh, ça se passe réellement et en même temps, nous sommes dans une représentation. Et cette pendulation entre
vulgairement dit, le vrai et le faux, entre le symbolique et le réel, entre le corps et le mythologique, par exemple, va nous permettre de trouver un endroit de sécurité dans une situation problématique, par exemple. Voilà pourquoi ça m'a vraiment beaucoup parlé. Hmm. Et je trouve que ce qu'il y a de beau et de fascinant, mais au final, que ce soit avec les constellations ou même moi, je le vois en accompagnement, quand on va faire juste un travail d'aller rencontrer une part de soi, son enfant intérieur, voilà. Je sais pas si toi tu te dis ça parfois, mais moi j'ai vraiment ce truc de, mais ça, en fait, ça, c'est tellement simple sur le papier, tu sais, de Mm. juste se mettre en face de quelqu'un, de se nommer, parce que c'est ce qu'on fait en constellation, de se nommer, de dire tu es mon père, voilà, je suis Stéphane, Aurore, peu importe, et de voir la charge énergétique que ça déclenche dans notre corps, juste de dire cette phrase-là, ou, ou, ou même simplement de venir ramener de la compassion, de venir ramener de la sécurité dans notre capacité à dialoguer avec nos parents, avec nos différentes parties, parce que moi je travaille beaucoup aussi avec les parties de soi, avec notre enfant intérieur, avec notre cœur, notre mental, peu importe. C'est quand même dingue enfin, quand on fait un pas de recul, de se dire, mais en fait c'est tellement simple, mais ça veut pas dire que c'est facile, quoi. Oui, oui, la constellation a cela de surprenant que ça paraît tellement réel. Hein. À partir du moment où il y a cette invitation de ne pas chercher à comprendre, parce qu'en fait, je crois que c'est ce qu'on fait toute la journée, tout le temps. C'est on cherche à comprendre, à rationaliser, à se justifier, à se défendre, à élaborer. Et l'invitation de la constellation de court-circuiter cette manière de faire, tout en étant dans le lien avec nos congénères, à un endroit de sécurité et de bienveillance, vient générer en nous des ressources absolument insoupçonnées. Et quand je dis des ressources, ça peut être des émotions, ça peut être des compréhensions fulgurantes. Voilà, c'est là où je crois que l'outil des constellations est absolument extraordinaire quand c'est bien mené. Et quand je dis bien mené, ce qui est pour moi important, puisqu'avec avec Éric Laudière, on essaye d'élaborer une troisième voie des constellations, c'est-à-dire de sortir du patriarcat originel des constellations qui sont très rigides, qui sont les constellations des années 80 de Bert Hellinger, entre ce qu'on pourrait voir le deuxième voie comme celle de Jodorowsky qui paraît à certains moments un peu hors sol, un peu déconnecté, qui pourrait, hein, moi j'adore hein, Jodorowsky, c'est fabuleux, c'est ma plus grande référence, mais on pense qu'il y a une voie d'équilibre à trouver, donc on est en train d'écrire un livre à ce sujet, sur une nouvelle manière de consteller, qui est celle qu'enseigne justement Éric Laudière, qui consiste à être justement incarné, et je parlais de constellation bien menée, ce qui me semble important à dire, c'est une constellation sans dogme. Une constellation plus féminine, plus yin finalement que yang, qui est plus dans l'observation que la direction et qui est plus dans l'accueil que dans l'injonction. Alors bien sûr, il y a toujours de l'induction, hein, c'est inévitable, mais je crois que la société actuelle a besoin de réapprendre ce que c'est qu'être en lien, de réapprendre la dimension initiatique, et tout ça, ça peut se faire à travers des constellations. Et cette troisième voie aussi, qui est en train de naître, c'est une voie où le constellateur n'est pas celui qui, le constellateur, oui, ou le constelleur, moi j'aime bien appeler le facilitateur, n'est pas celui qui sait. Il ne sait rien, il va explorer avec le groupe et il va découvrir et s'étonner avec le groupe. Et effectivement, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on voit beaucoup de dérives dans les constellations. Des fois, je reçois des gens en constellation et qui me disent, bon, ben moi j'ai vécu ça, mais ça me semble complètement ahurissant. Tu vois, que un constelleur ordonne à un constellé de se mettre à genoux, de prononcer telle ou telle phrase. Tu vois cette notion un petit peu dogmatique. Et l'idée étant de sensibiliser le public à la nécessité absolue de sortir de ces approches-là et d'avoir des approches où le constelleur n'est pas le sachant, mais l'explorateur au service du groupe. Par exemple, hein, ça peut prendre cette forme-là. Mm, mm. Oui, et puis tu mets le doigt aussi sur quelque chose qui me tient très 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 à cœur et que je sais que Eric met de plus en plus en place de son côté. C'est vraiment le respect du système nerveux, le respect de la sécurité de chacun, parce que moi j'ai vraiment observé que de créer un espace sécurisant où on ramène de la ressource, où moi je dis à tout moment je suis pas là, j'ai aucune attente envers vous, je suis pas là pour vous emmener
ou que ce soit à tout moment vous êtes libre de dire stop, ça crée vraiment, comme tu dis, cette sécurité-là où en fait on n'est pas au-dessus, on est tous sur le même niveau. Et comme tu dis, il y a eu pas mal de dérives ces dernières années. Je pense que c'est même pas que dans les constellations, hein, c'est dans plein de pratiques un peu New Age, voilà, ça fait déjà un moment que tout ça se fait. Moi, je le vois parce que je forme aussi au breathwork, où il y a ce truc un peu de prise de pouvoir, de moi je sais ce qui est bon pour toi, tu dois aller là, tu dois faire ci. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même en train d'essayer de redonner une forme de souveraineté à chacun où on a la capacité de savoir ce qui est bon pour soi, on a la capacité de sentir et de se faire confiance. Et plus on va se diriger vers des personnes qui honorent ça, et plus on va arriver justement à retrouver la confiance dans notre capacité à savoir ce qui est juste pour nous, et plus je pense que le paysage, j'ai une de mes chattes qui est en train de manger ses croquettes, plus je pense que le paysage des, des pratiques holistiques sera en tout cas de plus en plus saine et sécurisante, je pense. Oui. Et il y a autre chose dans cette nouvelle manière de faire, ou dans cette manière plus ouverte de faire qu'on essaye de créer, c'est le constellé n'est pas le seul à être transformé par la constellation. J'ai vu beaucoup de constellations où, alors là c'est un parti pris que j'ai, euh, il y a des constellations où on voit une différenciation de tarifs entre le constellé et celui qui n'est pas constellé. Certaines personnes, et je critique pas cette approche, je la trouve tout à fait intéressante. Néanmoins, la différenciation tarifaire, elle va porter sur un postulat, elle va contenir un postulat, c'est que c'est plus important d'être constellé que d'être représentant. Et pour moi, le même prix pour tout le monde envoie un autre message, qui est celui que je constate, c'est que très souvent, il y a plus de transformation chez le représentant, voire même chez les témoins, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni représentants ni constellés, parce qu'en fait, il y a un phénomène de décentrage, où ils ne sont pas au centre, il n'y a pas toute l'attention sur eux, mais le fait de jouer un père abusif, le fait de jouer une mère abandonnique, le fait de jouer un partenaire trompeur ou le fait de jouer une grand-mère qui a une très forte importance nous permet de ressentir des choses et de faire circuler des choses qu'on n'avait pas senties. Et je constate de plus en plus, et c'est ce que j'essaye de cultiver dans mes constellations, le rôle incroyablement transformateur, la position, pardon, incroyablement transformatrice des représentants ou des témoins. Et puis tu l'as vu, hein, on l'a vécu ensemble, des processus très forts, très intenses, qui peuvent se dérouler chez une personne qui est simplement témoin d'une constellation. Ouais, il y a vraiment cette notion, au final, qu'on est tous ensemble et qu'on va tous vivre la même expérience. Et comme tu dis, même si on n'est pas au centre du sujet, en fait, la plupart des sujets nous touchent. Et en fait, on fait partie d'une même conscience collective. Donc, en fait, quand on va faire une constellation sur l'inceste, faire une constellation sur l'abus, sur une relation traumatique, bah, il y a forcément un espace en nous, au final, que ça vient toucher, que ce soit personnel, que ce soit dans notre entourage proche, que ce soit complètement inconscient dans notre famille. Moi, je me souviens encore d'une constellation où j'étais justement dans l'inconscient collectif et j'ai fini dans un état, mais pas possible, alors que sur le papier, le sujet ne me concernait pas spécialement de base. Et je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans mon histoire transgénérationnelle qui me fait écho. Et je me suis laissée traverser par ça. Et le fait de s'autoriser aussi à vivre ça tous ensemble, c'est aussi pour ça que cet aspect rituel collectif, je le trouve magnifique parce que ça nous permet vraiment de transcender le cadre du mental qui va se dire ah mais moi j'ai ça, je suis concernée par ça, je vais guérir ça et puis le reste ça m'intéresse pas, alors qu'au final il y a quelque chose de bien plus grand qui se joue. C'est ça. C'est ça, je crois que, tu sais, dans ce que je constate, ce que je déplore, c'est au niveau sociétal, c'est la perte de la dimension spirituelle et la perte de la dimension initiatique. C'est-à-dire, on n'a presque plus de rite de passage, si ce n'est le bac, le permis, des choses qui sont extrêmement désacralisées aujourd'hui. La perte de la dimension rituelle. Et je crois que les constellations, elles peuvent réouvrir et reconnecter avec ces dimensions qui étaient à la source de notre humanité, à la source de nos sociétés. Et je crois qu'on est presque tous d'accord pour dire qu'on est dans une société qui est de plus en plus dure, qui est de plus en plus déshumanisée et fragmentée. Et pour
impulser un mouvement qui est plus constructif, je crois qu'il faut renouer avec des dimensions qui sont plus rituelles, qui sont plus en lien avec le sacré, la dimension initiatique. Et pour ça, il y a tout ce que j'appelle la transversalité, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler de son enfance, ça va nous toucher tous à l'endroit de l'enfance. Quelqu'un qui va parler de l'abus, ça va tous nous toucher à cet endroit-là. Le deuil, c'est tout ça. Il y a énormément de thématiques transversales qui peuvent être touchées en constellation, explorées, transcendées en constellation. Et je crois que c'est ça qui est très 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 important dans ces nouvelles constellations. Ce que j'aime moi appeler cette nouvelle manière de consteller qu'enseigne Éric Laudière, c'est c'est que c'est très rarement la constellation d'une personne. C'est très souvent la constellation d'un groupe et les guérisons, si elles existent, et les transformations, elles sont d'autant plus puissantes et d'autant plus euh, palpables et tangibles qu'elles sont collectives et qu'elles se font à l'endroit du lien. Hmm. Ouais, merci de partager tout ça. S'il y a quelqu'un qui est en train de nous entendre et qui se dit: «Ah tout ça, ça me parle», tu vois? Qui se reconnaît dans toutes ces histoires d'attachement traumatique, de relations, de tout ce dont on a parlé. Bien sûr, bon, la constellation, c'est pour nous une clé fondamentale. Mais qu'est-ce que toi tu partagerais, puis ça va m'emmener après sur un dernier sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, mais qu'est-ce qui selon toi, peut être des premiers pas pour pouvoir justement aller vers ce chemin de libération, de guérison, quand on a la sensation qu'on est un peu enfermé dans une boucle justement traumatique. Qu'est-ce qui te... Oui, alors j'ai cette phrase toute faite qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais moi elle m'aide beaucoup, c'est la conscience guérit tout ce qu'elle touche. Quand je vois quelque chose, quand je vois un mécanisme en tant qu'auteur, en tant que personnage principal de ma problématique, ce qui a été vu ne peut pas euh, ne plus être vu. Et donc j'ai cette croyance qui est visiblement une croyance euh, qui a des effets positifs, c'est que quand je suis conscient de quelque chose, ça ne peut que aller vers la guérison. Et je crois que, tu sais, dans une société qui est dirigée par le rationalisme et la science, on a tendance à éluder la croyance. C'est de la croyance, c'est du charlatanisme, c'est de la manipulation. Mais je crois que les croyances sont absolument nécessaires. D'ailleurs, la science est une croyance, hein. Il faut y adhérer, il faut croire dans le fait que la science ou le rationalisme portent plus de vérité qu'autre chose. Et on a perdu cette dimension où la croyance a un effet fondamental sur notre réalité et nous pouvons changer ces perceptions, nous pouvons euh, rendre ces croyances porteuses et positives. Et je crois aussi que c'est tout le travail de la psychothérapie qui est de changer de point de vue et d'aller s'autoriser à croire autre chose, à l'endroit de l'autre, à l'endroit de notre narration d'enfance, à l'endroit de notre constitution et de notre vécu et de notre passé. Donc ça, c'est déjà peut-être une première voie. Et ce qui se passe en constellation, pour terminer sur le sujet des constellations, c'est s'autoriser à goûter. C'est-à-dire que on peut rentrer dans une constellation et dire, bon, bon, on verra bien ce qui se passe, après tout, c'est qu'un jeu de théâtre. On sème la graine en disant ça, en ayant cette attitude-là, on sème la graine pour que rien ne se passe. Ou alors on peut s'autoriser à réenchanter le monde. Hein, il y a beaucoup d'ouvrages sur le désenchantement du monde, sur cette rationalisation extrême, où on va éluder le symbolisme, la magie, les archétypes, les rêves, les croyances, la spiritualité, le transcendant, au profit du rationalisme et de la science. On peut s'autoriser à croire à une certaine forme de magie. Pas parce que ça va changer le cours des choses fondamentalement, mais parce que on a besoin de ça. La spiritualité est un besoin fondamental, hein. Même l'OMS, Organisation mondiale de la santé, reconnaît l'existence d'une santé spirituelle, c'est-à-dire du caractère positif d'accéder au transcendant. Et donc, ce que je crois très profondément, c'est que la croyance au transcendant, la croyance à ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous,
Et je ne parle pas de religion du tout. Je ne parle pas de Dieu, pas du tout. Je parle tout simplement de quelque chose de plus grand, que ce soit l'âme, que ce soit le cosmos, que ce soit notre arbre généalogique, que ce soit des esprits, chacun est libre d'avoir ses propres croyances, mais en tout cas, ça permet de s'inclure dans quelque chose de plus grand. Ça permet de sortir de cette pièce étroite ou de ce schéma dans lequel nous sommes. Et toutes les traditions, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le zen, nous expliquent que nous sommes beaucoup plus que cette masse de viande et d'os qui agit. Il y a quelque chose qui est aux commandes de cela. Et je crois que d'accepter cette dimension-là, sans partir dans des extrêmes, hein, toujours rester enraciné, moi j'aime bien dire la tête dans les étoiles, les pieds dans la glaise, euh, a une dimension fondamentalement thérapeutique. Et ça prend le nom de transpersonnel. Et donc il y a tout un courant dans la psychologie qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, qui est le quatrième mouvement de la psychologie, qui prend de plus en plus d'importance, et qui est en fait la reconnaissance de la dimension transcendantale et spirituelle dans la guérison. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Hmm. Merci. Merci. Et moi, j'ai vraiment envie de souligner et puis vraiment aussi d'approfondir ce truc que tu disais, s'autoriser à goûter, tu vois, d'aller encore plus loin dans s'autoriser à sentir et à ressentir. Et même, bah, au-delà des constellations, parce que effectivement, moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais mettre en lumière sur un conseil aussi que je pourrais te donner, c'est vraiment qu'avant d'arriver à envisager que la transformation puisse apparaître dans notre vie, moi, j'ai quand même la sensation, depuis des années que je fonctionne comme ça, qu'on a d'abord un petit peu besoin d'avoir un avant-goût, tu vois, de sentir en fait qu'est-ce que ça fait. J'ai envie de voir plus de puissance dans ma vie, j'ai envie de me connecter à ma puissance. Ok, mais qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je sens la puissance? J'ai envie de goûter à l'amour. Ok, mais en fait, à quoi ça ressemble l'amour quand je m'y relie à l'intérieur de moi? Et ça me permet d'enchaîner sur le dernier petit morceau qui me tient à cœur quand même pour notre échange, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi de former les gens au breathwork parce que c'est le moyen légal que j'ai trouvé pour permettre aux gens d'aller au-delà de leur mental, d'aller au-delà de la barrière psychologique, de toutes les inhibitions qu'on s'est mis, de toutes les hontes qu'on porte aussi depuis toujours, pour aller vraiment s'autoriser à reconnecter avec notre force de vie, avec notre corps, avec nos émotions, avec notre intensité, sans avoir besoin de passer par des psychédéliques. Mais quand même, les psychédéliques, si on peut en parler juste quelques minutes, parce que je sais que c'est un petit peu ton sujet. Et c'est très bien qu'on passe pas l'interview à parler de ça, parce que je sais que tu en as déjà fait plein et que si les gens, ça les intéresse, ils peuvent retrouver certainement voilà, des échanges que tu as faits sur ce sujet que tu as aussi beaucoup exploré. Mais moi, j'ai quand même envie de poser que ça a aussi été un catalyseur extraordinaire pour moi, et je sais pas si toi ça a été ton cas, et je suis curieuse d'avoir justement ton expérience peut-être plus personnelle là-dessus. Euh, mais ça a été extraordinaire pour moi parce que comme on est en train de parler de cette capacité à ressentir, à plonger, à, à justement sortir un peu de ce qui est autorisé ou pas, de nous connecter aussi à quelque chose de plus grand. Enfin, en fait, j'ai vraiment la sensation que les psychédéliques, ça nous permet un petit peu ça. Et quand on dit psychédélique, bien sûr qu'il y a plein de choses différentes. Moi, j'ai commencé assez jeune dans un contexte récréatif, qui n'était pas du tout thérapeutique, hein, bien sûr, tout ce qui était marijuana et compagnie. Euh, mais récemment, bah, bien sûr, moi, il y a eu l'ayahuasca au Pérou en 2018, ça a quand même été une sacrée expérience pour moi. Et puis récemment, j'ai été très, très aidée, très accompagnée par que ce soit la MDMA ou la psilocybine. Et voilà, j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus parce que c'est un sujet qui est encore un peu, tu vois, un peu flou. On n'ose pas trop y aller. En France, bien sûr que c'est pas légal et autorisé. Il y a certains pays qui commencent à s'ouvrir là-dessus. Moi, je lis pas mal de choses aux États-Unis. Là, j'ai vu qu'en Nouvelle-Zélande aussi, ça avait bougé. En Suisse, il y a plein d'études, mais voilà. Bon, en France, on a encore du chemin à faire. Mais je serais curieuse voilà d'avoir ton point de vue par rapport à tout ça dans bien sûr le cadre de notre discussion et ce que toi ça t'a apporté aussi.
Bah écoute, déjà, qu'est-ce que je peux en dire? Déjà, une petite ellipse juridique. Ce qu'on dit n'est en aucun cas un encouragement parce qu'en France, on a tellement de retard sur le sujet par rapport à nos voisins qu'il est même puni par la loi d'en parler positivement, hein. Heureusement, pour le moment, on a encore le droit de parler de notre expérience personnelle. Moi, probablement, je l'entends un peu comme toi, c'est l'expérience de l'ayahuasca a changé ma vie en profondeur, hein. C'est celle qui a fait que je quitte une carrière délétère, hein, qui m'a permis justement de d'oser quelque part sauter dans le vide et de découvrir que je n'étais pas qu'un corps et qu'un mental. Moi, j'ai grandi toute mon enfance avec l'intuition qu'il existait quelque chose de plus grand. Alors on cherche des réponses à l'adolescence à travers la religion, à travers plein d'écrits, etc. Et puis on en trouve, hein, et puis certaines personnes vont aller dans une dimension peut-être sectaire, ou d'autres personnes vont aller dans les religions, ou d'autres formes de connexion au transcendant. Et pour moi, l'ayahuasca, ça a été l'expérience, alors j'en ai vécu de manière très nombreuse, des expériences avec l'ayahuasca, ça a été la preuve dans la chair. Alors, j'ai trouvé aucune réponse, clairement. Je n'ai trouvé aucune réponse à mes incessantes questions. Par contre, toutes les questions se sont effondrées. J'avais tout plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi la vie? Pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que ça existe? Et c'était des journées de spéculation, de lecture et de mentalisation. Et pour moi, l'expérience de l'ayahuasca, vécue de manière traditionnelle, euh, est venu effacer toutes les questions en me montrant ce que j'avais besoin, visiblement, peut-être besoin de voir. Et je crois que par rapport à de très nombreuses techniques d'état élargi de conscience, que sont le breathwork, la respiration holotropique, le tambour, la danse, le jeûne, le chant, les privations sensorielles, l'ascèse. L'histoire nous a montré qu'il existe des centaines de techniques pour sortir de notre paradigme consensuel. Eh bien, les psychédéliques sont des outils qui sont convocatoires. C'est-à-dire qu'à un moment, on les ingère et puis ce n'est plus nous qui décidons de ce qui va se passer. C'est quelque chose de très différent, par exemple, de la méditation, où quand ça devient trop fort ou trop intense, eh bien, on arrête et on s'autorégule. Pareil pour le jeûne, pareil pour d'autres techniques d'entrée dans la transe. Les psychédéliques ont quelque chose de beaucoup plus intense et de beaucoup plus direct, au sens où ils sont convocatoires. Après, moi, j'ai un biais très personnel, c'est que je considère que ce sont des expériences spirituelles qui nous connectent à quelque chose de plus grand. Et la popularisation actuelle des psychédéliques qui voudraient en faire simplement des médecines, donc on va les qualifier de thérapeutiques. Donc ça sous-entend qu'ils sont réservés à des personnes pathologisées. Ça sous-entend qu'ils ne sont là que pour soigner. Or, je crois qu'ils sont beaucoup plus importants que ça. Il ne s'agit pas que de soigner, il s'agit de découvrir une nouvelle dimension de la réalité, il s'agit de s'explorer soi-même. Tu as dit aussi que tu as eu des expériences récréatives, mais moi je crois que aussi dans les expériences récréatives, il peut y avoir une dimension thérapeutique. On peut le voir à travers l'alcool, par exemple, hein. Quelqu'un qui a une dure journée, alors c'est pas du tout une substance qui me plaît, l'alcool, d'autant plus que c'est une des plus dangereuses, hein, et nettement plus dangereuse que les substances dont nous parlons. Eh bien, elle a une dimension sociale, elle a une dimension, c'est un dépresseur, donc ça permet de faire retomber la pression. Il y a des fonctions qui sont pseudo-thérapeutiques parce que ça va nous faire du bien. C'est un lubrifiant social. Ça permet de vivre des expériences qui sont culturellement très intégrées. Euh, et c'est pas parce que c'est récréatif que c'est pas thérapeutique. Donc, en fait, je milite pour la disparition de cette frontière entre finalement un usage médical, un usage récréatif et un usage dit spirituel ou d'exploration personnelle. Je pense qu'il peut exister une forme de rencontre de ces trois usages-là. Et puis, je terminerai mon monologue euh, sur la différence entre psychédélique et antéogène.
psychédéliques. Bon, on va parler de MDMA, de LSD, de psilocybine. Et puis il y a un autre mot qui parle presque de la même chose, c'est antéogène, et qui veut dire étymologiquement trouver le divin en soi ou qui génère le divin en soi. Et on va trouver cette dimension antéogène dans les psychédéliques d'origine naturelle, comme l'ayahuasca, les champignons, qui vont prendre le mot d'antéogène. Et je crois, et c'est là où je prends des pincettes, que d'ingérer ce genre de choses nous met en contact avec une intelligence qui est supérieure. Et je ne parle pas de religion ou de Dieu, je parle simplement du monde végétal, par exemple, ou de l'intelligence du monde fongique, pour parler des champignons. Ce sont des êtres vivants qui sont là depuis plusieurs milliards d'années avant nous et qui ont ingéré une information avec laquelle il est possible de rentrer en contact. En tout cas, c'est mon expérience et c'est celle qui a fait que je ne doute plus de beaucoup, beaucoup de choses à l'endroit de la guérison, de la spiritualité. Voilà, ça a profondément changé ma vie. Merci Stéphane de partager tout ça et voilà, si le sujet vous intéresse, vous pourrez aller creuser un petit peu plus, explorer, vu que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de déjà d'interviews que tu as fait sur le sujet, tu as écrit aussi des Le choses, livre, voilà. La sagesse interdite notamment, oui. Voilà, exactement. Donc si ça Et vous intéresse, vous il pourrez. deviendra un documentaire le 5 septembre. Donc ça, c'est une actualité toute fraîche. Le 5 Ah, septembre sort un documentaire, un des seuls documentaires français sur le sujet des psychédéliques et des antéogènes, qui porte le même nom que mon livre, c'est La sagesse interdite. génial. Je suis hyper, hyper, hyper heureuse pour toi et puis pour le monde parce qu'on a vraiment, enfin, et puis pour la France, parce qu'on a vraiment besoin, voilà, d'ouvrir un petit peu notre esprit sur tout ça. Donc merci de partager en tout cas cette sagesse avec nous. Alors je vais mettre en place un petit rituel dans les podcasts, c'est qu'à la fin des interviews, j'aime bien poser 3 questions Oui. que je vais poser un peu à tous les invités. La première, ce serait de quoi est-ce que tu es le plus fier? Waouh. Alors déjà, la fierté, c'est quelque chose j'ai beaucoup de mal, je suis très prudent à cet endroit-là. De quoi je suis le plus fier de m'être peut-être déconditionné de, de l'environnement d'enfance dans lequel on m'a mis. Peut-être. Voilà, ça tourne Hmm, autour de ça en tout cas. ok, merci. La deuxième question, c'est si l'argent n'était plus un sujet, est-ce que tu changerais des choses dans ta vie? Alors, c'est presque plus un sujet. Donc, je changerai pas grand-chose, mais je crois que je voyagerai plus. Voilà, Hmm, je me permettrai un peu plus de vivre à l'extérieur de la France de manière assez fréquente. ok, merci. Et la dernière question, c'est si tu devais mettre en place une nouvelle loi en France, qu'est-ce que ce serait? Euh, alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle loi ou la remise au premier plan d'une loi qui existe déjà et qui est régulièrement bafouée, qui est la liberté de conscience. C'est-à-dire le droit d'avoir ses propres croyances, aussi perchées soient-elles, Hmm, tant qu'elles ne nuisent pas à autrui. Et tu sais, on fait énormément de progrès sur les orientations sexuelles, sur le genre, sur toutes ces choses-là. On va vers de plus en plus de tolérance et d'acceptation. Et je crois qu'on a besoin de cette même dynamique à l'endroit de ce qui est bon pour moi, à l'endroit de ce qu'on va appeler la spiritualité ou de la connexion à quelque chose de plus grand. Or, quand on lit la presse mainstream, c'est quelque chose qui est très souvent piétiné. Et on parle à juste titre du combat des minorités, des respects des minorités. Et moi, je crois que les gens qui ont une réelle aspiration spirituelle sont une minorité opprimée par un discours majoritaire qui vise à dire que c'est n'importe quoi, que ce sont des dérives. Or, je crois que c'est précisément ce qui nous manque, c'est-à-dire la connexion à quelque chose de plus grand et qui ne peut pas être institutionnalisé, qui ne peut pas être, à mon sens, une religion, mais qui ne peut être que personnel. Et ce serait ça, ce changement législatif, c'est le retour à une liberté de conscience. Et en France, on confond
laïcité et absence de spiritualité. Or, la laïcité, c'est quelque chose de très différent. Au contraire, c'est le respect des diversités, des spiritualités, tant qu'elles n'empiètent pas sur le territoire d'une autre personne. Donc, je crois que ce serait surligné en jaune fluo la liberté de conscience et la liberté de faire chacun ses propres expériences. Hmm, merci beaucoup, je suis assez d'accord avec cette loi. Merci Stéphane pour ce partage que j'ai énormément apprécié. C'est toujours très intéressant Pareillement. d'échanger avec toi. Avant qu'on nomme un petit peu les espaces sur lesquels on peut te retrouver, est-ce que tu as envie de terminer avec quelque chose que tu as envie de partager, que tu as envie de, voilà, de dire aux personnes qui nous écoutent avant qu'on clôture ce partage ensemble? Très souvent, le mot de la fin chez moi tourne autour de la curiosité. C'est de garder un esprit ouvert et de garder cette curiosité. Euh, J'aime beaucoup l'idée que à partir du moment où on est curieux de ce qui nous arrive, si je traverse quelque chose d'extrêmement difficile et que je m'autorise à être curieux de ce qui est en train de se passer, je le fais depuis un autre endroit qui ne souffre pas. L'endroit de curiosité est un endroit qui n'est pas dans la roue du hamster, justement. Ah, on s'interroge. Ah, tiens, c'est une roue. Elle tourne, ça tourne vite, ça fait du bruit. Et cette curiosité de l'enfant nous place à un endroit qui n'est pas dans l'œil du cyclone. Et c'est ça que j'aimerais transmettre, c'est s'autoriser la curiosité même dans les moments les plus difficiles. Merci beaucoup. Merci pour ce mot de la fin, comme tu dis, c'est parfait. Alors, si nos auditeurs ont envie de te retrouver, est-ce que tu peux donner un petit peu les différentes plateformes, ton Ah ben, site, et puis si tu as des petites actualités qui arrivent, à part le documentaire dont tu nous as parlé? écoute, c'est assez simple. Tout se trouve sur mon site, c'est curieuxhasard.com en un seul mot. Et c'est là où on peut voir mes conférences, mes constellations, acheter mes livres et tout se passe là-dessus. Et il y a des liens vers ma chaîne YouTube ou ma page Facebook. Voilà. Ok, bah, super. N'hésitez pas à aller voir en tout cas ce que partage Stéphane, c'est toujours très intéressant. Merci encore pour ton temps, merci pour cet échange riche. J'espère que ça va ouvrir la curiosité de toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et voilà, peut-être à une prochaine fois dans un prochain échange. Merci encore Stéphane. Merci, Aurore, à bientôt. Ciao, ciao.